Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG sur School TV. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarisation de vos enfants. Et aujourd'hui, on parle d'un thème qui tient en 3 lettres, HPI. Voici le sommaire. HPI pour haut potentiel intellectuel. Alors ça ne date pas de la série sur TF1, ils fascinent, intriguent, mais sont aussi régulièrement victimes de clichés. Qu'est-ce qu'un HPI? Comment on le détecte? La réponse, ce sera dans un instant avec Mathilde Vessels qui sort sa loupe. Mais alors, quelle scolarité pour les HPI? À quoi ressemblent les cours? Quelle pédagogie? Quel programme? Et les profs ont-ils parfois un petit peu la pression avec ces élèves parfois forts en thème? On verra ça là aussi dans un instant avec nos invités. Et puis il y a des classes pour les hauts potentiels, mais aussi des établissements dédiés. Ça, vous le verrez. On se demandera aussi ce que font nos voisins et si la France, du coup, est à la page ou non. C'est parti pour ce nouveau MAG. Je vous présente mes invités aujourd'hui. Hélène Ribeiro. Vous venez très souvent nous voir, merci beaucoup. Oui. Vous êtes psychologue et maman d'enfants HPI. David Girard, bonjour. Vous êtes professeur des écoles spécialisées chez les enfants à haut potentiel. Vous êtes papa d'un petit garçon qui est HPI. Merci d'être avec nous. C'est parti pour la loupe. Et c'est Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour, ça va? Ça va très bien, jusqu'ici tout va bien. Expliquez-nous un petit peu ce que signifie justement ce terme en 3 lettres HPI. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le terme HPI veut dire haut potentiel intellectuel, appelé également zèbre. Il s'agit d'une personne au QI supérieur à 130, sachant que la moyenne en France est de 100. Voilà, c'est bien d'avoir la base. Alors ce qui a démocratisé effectivement ce terme de HPI, c'est la série de TF1 avec Audrey Fleurot qui a été diffusée l'année dernière. Mais ça a été assez mitigé. Oui, le plus gros souci en France, c'est le diagnostic, c'est ça? Alors déjà, le terme de diagnostic n'est pas forcément approprié. HPI n'est pas un trouble, mais une caractéristique de la personne. Donc, on ne parle pas de diagnostic, mais plutôt d'identification et de caractéristiques associées. Alors maintenant, vous avez raison, il est difficile de les identifier. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants HPI connaissent des difficultés à l'école et même dans leur vie future. Vous me voyez venir, du coup, on l'identifie. Comment on les identifie? Eh bien, par un bilan psychologique, chapeauté par un psychologue. Les tests sur Internet, il faut le savoir, ne valent rien. Donc à mettre de côté. Et ce bilan psychologique donc, permet d'évaluer la façon de penser, de réfléchir et de raisonner. Et la dimension également émotionnelle est elle aussi évaluée, la sensibilité, la créativité. Et puis l'hyperesthésie, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, ça veut dire que les sens sont décuplés. Comment on les reconnaît, les HPI? Alors en général, les caractéristiques sont une aptitude intellectuelle exceptionnelle, un traitement de l'information rapide et un sens de l'esthétisme et du beau exacerbé. Plusieurs personnes dites HPI peuvent être hypersensibles, c'est-à-dire ressentir de manière plus intense les émotions et les sens comme le toucher, l'ouïe, l'odorat. Et puis ils ressentent aussi fortement les émotions des autres. Ils sont également dotés d'une grande curiosité qui les amène à vouloir comprendre, une pensée aussi en arborescence, une grande créativité et une importante imagination. Et vous parliez, ma chère Mathilde, en début de chronique du terme zèbre, ça vient d'où? Alors déjà, il faut préciser que le terme de surdoué n'est pas vraiment apprécié par les personnes HPI, car souvent il y a une façon un peu de dire on est surdoué, on est supérieur aux autres, donc ça voilà, il faut vraiment mettre de côté, donc on préfère le terme de zèbre. Alors à l'origine de cette appellation, c'est une thérapeute spécialiste du haut potentiel, elle s'appelle Jeanne Sio-Faquin. Alors pourquoi zèbre? Car malgré leur ressemblance avec les rayures noires et blanches, chaque zèbre est unique par sa robe et on peut même avoir du mal à les distinguer quand ils sont ensemble en troupeau et pourtant ils sont belles et bien différentes, d'où la comparaison avec les HPI. On creuse tout ça, l'expression orale. Et on est en plateau, je vous le disais, avec David Girard, qui est professeur des écoles spécialisées chez les enfants à haut potentiel et parents d'un élève de 12 ans qui est HPI, avec Hélène Ribeiro, qui est psychologue. Rassurez-nous, être HPI, c'est pas grave? Non, c'est pas grave, c'est très bien. C'est très positif. C'est bien de le rappeler, je crois, pour commencer l'émission. Oui. En fait, être à haut potentiel, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Au contraire, un enfant qui est dans un contexte qui va bien, dans un environnement qui le stimule et qui n'a pas de troubles associés, parce qu'effectivement, comme n'importe quel enfant, un enfant à haut potentiel peut avoir une dyspraxie, un trouble de déficit de l'attention, une dyslexie, d'autres difficultés particulières. Un enfant comme les autres. En fait, il y a pas. C'est même un avantage en fait. Quand on regarde dans les chiffres des hauts potentiels qui vont bien, c'est des jeunes en fait qui peuvent être très bien, très épanouis. David Girard, comme le disait Mathilde, il ne faut surtout pas les appeler surdoués. C'est un gros mot? Oui, c'est pas très bien vu, ni par la communauté enseignante, ni par les HPI eux-mêmes. C'est vrai. Pourquoi c'est connoté comme ça?
Il y a quelque chose un petit peu d'élitiste peut-être dans ce terme-là, et c'est vrai que ça dérange souvent les enfants. Ils veulent, comme on en parlait tout à l'heure, être vraiment comme les autres enfants. Parce qu'ils ont l'impression qu'on les met dans une case, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. On parle d'étiquette souvent, et c'est ce que fuient les HPI que j'ai rencontrés. Ils veulent surtout pas qu'on dise qu'ils sont HP ou HPI, qui arrive. Et alors, j'ai entendu même que certains enfants qui redoutaient d'être au final HPI avaient même peur de passer le fameux test. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourquoi? Il y a une pression particulière déjà parce que il y a une interrogation. Est-ce que tu es au potentiel ou pas? Parce qu'on sent qu'il y a des difficultés ou des ressentis différents. Donc, il peut y avoir une pression à ce niveau-là. Donc oui, mais si on les met en confiance et on leur présente sous forme on leur dit que ce sont des jeux pour mieux les comprendre, là, ça passe. Voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat pour les enfants qui sont de nature anxieuse, un petit peu stressés. Donc il y a tout un travail en effet des psychologues qui permet de rassurer l'enfant, de le mettre en confiance lors des tests. Il y a aussi ce sentiment d'imposteur souvent qu'ont ces enfants-là en se disant finalement je suis peut-être pas si intelligent que ça. Peut-être que si le résultat n'est pas bon, ils attendent vraiment ça comme un résultat et de craindre la déception des parents également. Et donc en effet, les psychologues font tout le travail de les amener à se poser et trouver justement des solutions pour passer ces tests sereinement. Comment avez-vous fait détecter votre petit garçon? Est-ce que vous avez vu des signaux faibles, comme on peut le dire, des signaux avant-coureurs? Oui, il y a des choses qui sont curieuses. Un enfant qui catégorise par couleur à 18 mois, qui commence à être lecteur à 2 ans et demi. C'est-à-dire catégorise par couleur à 18 mois, ça se matérialise comment? Il était capable de prendre des genres de jeux de boulier chinois et de les classer par couleur déjà à 18 mois. Il avait une très grande curiosité. Il était très bavard, beaucoup de choses. La parole est venue très rapidement aussi. Ah oui, c'est un enfant Avec quoi, un langage soutenu ou pas forcément? Alors pas nécessairement, mais c'est un enfant qui a parlé tôt. D'accord. Dès 6 mois, il était capable de balbutier déjà papa, maman, des choses comme ça. Et c'est un enfant qui était très très à l'aise. Et j'ai un petit peu, pas subi, mais découvert le saut de classe 3-4 jours après, où l'enseignante m'a dit il est passé dans la classe supérieure parce qu'il n'a rien à faire dans cette classe-ci. Et pour vous, Hélène, vous en avez 2, vous? Oui, en fait, c'est par l'aîné, bien sûr, que j'ai découvert ce monde fabuleux du haut potentiel, parce que c'est vraiment un monde qui est passionnant. Contrairement à vos enfants, moi, le mien a parlé plutôt tard, mais il a parlé tout de suite très bien. C'est-à-dire que le chien, le chat, c'était pas même une baleine, c'était pas un poisson. D'accord. À 18 mois, lui, par contre, il savait déjà différencier. Même au niveau de la prononciation, des mots, tout. C'est ça. C'est ça. Assez bluffant. Et lui, ce qui était assez étonnant, c'est qu'à 18 mois, il reconnaissait toutes les lettres. Parce que quand il mangeait, en fait, il voulait tout le temps regarder des magazines. Alors, je ne vais pas faire la publicité de cette marque-là, mais d'une vieille voiture. VW Magazine. Voilà, donc c'est les coccinelles, etc., parce qu'on est fan de ces voitures-là. Et donc, il regardait ces magazines-là. Et il pointait les lettres. Et donc, nous, on s'amusait, on lui faisait répéter. Et c'est comme ça qu'il les a apprises. À 18 mois, il les connaissait. Il reconnaissait les marques de voitures aussi. D'accord. Voilà, mais tout petit. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, quand il est arrivé en maternelle, c'est un enfant qui arrivait même à lire les choses à l'endroit, à l'envers, mais il n'arrivait pas à sauter sur un pied. Parce qu'il a un trouble des apprentissages associés. D'accord. Avant d'aller plus loin justement sur les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, est-ce qu'on pourrait avoir un mot sur les HPE? Parce que c'est vrai que quand en ce moment on ouvre Internet ou qu'on écoute une émission, le terme de HPE, donc haut potentiel émotionnel, arrive assez rapidement aussi sur le devant de la scène. Pouvez-vous nous dire la différence? Alors, le haut potentiel émotionnel, c'est ce qu'on pourrait interpréter pour le domaine émotionnel. Il y a le haut potentiel intellectuel qui est lié au QI, à l'intelligence, et le HPE, c'est le haut potentiel dans le domaine émotionnel. Donc une autre forme d'intelligence ou une hypersensibilité? Alors, c'est une hypersensibilité. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Alors, il y a quelques recherches qui sont faites. Il n'y a pas de test étalonné tel que le QI. Le QI, c'est depuis 1905. Les recherches sur les émotions, c'est depuis à peu près les années 80, en gros. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas encore aussi calé sur le sujet. Moi, je sais que quand dans le cabinet, on me demande, tiens, je voudrais passer un test parce que je dois être HPE, je dis, je ne peux pas le faire parce que je peux avoir des questionnaires, vous voyez, mais ça reste très subjectif. D'accord. Voilà. Quelle est sa première réaction quand on découvre qu'on a un enfant ou même plusieurs enfants HPI, David? On se pose assez serein, on panique, on se dit bon. Serein, oui, puisqu'on s'adapte un peu comme eux, mais c'est vrai que dans un premier temps, on se dit bon, d'accord, qu'est-ce que je vais faire de lui après? D'accord. Parce qu'on vit, moi je vivais au départ quotidiennement avec lui, chaque jour d'école, c'était une découverte la veille pour savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Là, c'est un petit peu plus serein, il a grandi aussi, mais c'est vrai que c'est un enfant qui questionne tout le temps, qui passe son temps à questionner. Et
Ça vous challenge, vous, au quotidien? Ah oui, carrément, mais ça me... Ah oui. Ouais, ça me motive. Ouais, ça motive parce que... Oula, faut que je me remette à niveau sur ce truc-là parce que je m'attendais pas là. C'est ça, vous êtes là. Oui, mais bien sûr, papa sait, puis vous êtes avec votre téléphone en train de chercher, mais non, mais c'est... Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est ça, c'était un petit peu ça. Ah bah la reproduction, il était déjà calé à 5 ans, hein, je veux dire, il avait déjà lu. C'est un enfant qui lit, je sais pas, il doit avoir 300, 400, 500 livres à la maison dans sa bibliothèque personnelle. D'accord. C'est un enfant qui a lu Harry Potter en 3 mois, enfin c'est vraiment passionné, hein, c'est un grand lecteur. Harry Potter ou la collection? La collection complète. Ah, bon, d'accord. Oui, parce qu'il y a un livre en 3 mois. Voilà, c'est ça. Non, du coup, l'intégralité, c'est vrai que c'est des... Comme on disait, c'est des enfants qui sont comme les autres, mais qui ont ces particularités, ces façons de fonctionner qui sont différentes et surtout ce questionnement. Enfin, moi, c'est ça qui revient souvent, hein, c'est ce questionnement incessant. Hélène Ribeiro? Oui, c'est cette curiosité de toujours en savoir plus. Et puis après, à un moment donné, quand ils... C'est pire que des journalistes, dis donc. Il y a pas mal de... Je veux pas être... Voilà, je veux pas dire de nom, etc. Mais effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui sont à haut potentiel. Ouais. D'accord. Et vous, quelle a été votre réaction justement quand vous avez détecté que vos enfants étaient au potentiel? En fait, j'essaie d'être sereine, d'être assez calme, parce que quand on regarde sur Internet, c'est un conseil que je donne aux parents, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Parce qu'en fait, les informations qu'on voit, c'est les gens qui vont pas bien. Moi, j'ai une maman qui est venue une fois au cabinet, qui me dit, voilà, mon enfant est à haut potentiel, quand je vois ce qu'il y a sur Internet, je veux pas qu'il aille mal, donc je vous l'amène. Je lui dis, mais il va bien là? Oui, il va bien. Donc, mais voilà, donc le jour où il ira pas bien. Mais en fait, elle venait en préventif parce que elle pensait que son enfant allait avoir beaucoup de douleur dans sa vie. Tout à fait. C'est important d'insister là-dessus. C'est pour ça que votre collègue insistait sur le terme de diagnostic et de détection. Et c'est important d'insister là-dessus. Hein. Ce n'est pas un trouble, le haut potentiel. Hein. C'est une façon de fonctionner. Et c'est vrai que bien souvent, les parents viennent me dire qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. On va continuer tant qu'il y a beaucoup de hauts potentiels, en effet, qui vont bien. Hein. Une majorité, d'ailleurs, de hauts potentiels vont bien. Oui. C'est important de le dire. Mais il y a le problème aussi de l'accompagnement pour les parents, mais à l'école. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a des écoles donc spécialisées et il faut trouver la bonne école avec les bons professeurs? J'imagine que c'est pas simple. Alors, c'est toujours la question délicate de vous dire est-ce que je le socialise avec l'ensemble des élèves ou est-ce que je le mets dès le début à part? C'est un peu compliqué. Il y a des écoles qui se sont montées sans véritable titre de reconnaissance, donc qui s'improvisent école à haut potentiel. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux que l'école s'adapte à ces enfants-là pour qu'ils puissent suivre une scolarité sereine comme les autres enfants. Mais pardon, mais sur une classe de 30-35 élèves, si vous avez un élève qui est HPI, comment on fait? Alors bien souvent, il n'y a pas qu'un seul élève HPI dans la classe. Ah bon, d'accord. Non, bien souvent, la réalité est plutôt autour de 2-3 élèves par classe. Hein. Ah bon? Donc du coup, moi j'ai mis en place des ateliers d'enrichissement où les enfants, lorsque j'ai validé les compétences voulues par l'éducation nationale, estimées par l'éducation nationale, vont dans ce groupe d'enrichissement. Mais il y a un contrat, c'est pas dès qu'ils en ont marre, ils posent leur feuille, ils vont travailler. C'est une fois que j'ai validé le travail, ils peuvent aller faire ce centre d'enrichissement dans lequel ils vont trouver l'apprentissage des échecs, l'initiation à des langues, tout un tas d'activités, des casse-têtes, des énigmes. Ça regroupe combien d'élèves, ce centre d'enrichissement? Alors, 4 sur les CE2 et 4 sur mes CM2. Et dans ce centre, vous êtes accompagné justement par l'éducation nationale ou c'est de votre... Non, je me suis formé tout seul dès le départ. Je suis allé voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Ils sont, eux, très en avance. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais le Québec m'a beaucoup apporté sur les façons de faire et d'aborder ces élèves-là. Découvrir qu'on a un haut potentiel quand on est tout jeune, hein, on parle de jeunes enfants, ça crée des complexes. Tout dépend, je pense, de la réaction de l'entourage. Donc les parents sont le premier vecteur, le premier... C'est sûr. Le premier filtre, la première réponse, le premier miroir, si je puis dire. C'est sûr. Déjà, la première personne qui entre en jeu, c'est le ou la psychologue qui fait passer le test. Tout dépend comment la chose est dite à l'enfant et comment on lui explique les impacts que ça aura sur sa vie. Ça aura pas plus d'impact que tu dois porter des lunettes, en gros. Enfin, je le caricature, mais tu sais que tu es comme ça, on sait que tu es à haut potentiel, enfin que tu as un haut potentiel, donc ça veut dire que tu es un enfant curieux, on va te donner à manger. C'est tout à fait ça. C'est la seule chose. Et puis après, les parents, il faut les accompagner en leur disant soyez rassurants pour votre enfant. Voilà, si vous êtes confiant, il sera confiant. Si vous n'êtes pas confiant, il ne sera pas confiant. David Girard, la première chose à leur faire comprendre, c'est qu'ils ont une singularité ou justement qu'ils sont comme les autres? Non, ils sont comme les autres, mais comme le disait Hélène, on va pouvoir leur donner l'occasion d'exprimer justement leurs différences. C'est-à-dire qu'ils sont des enfants comme les autres, ils ont les mêmes devoirs, les mêmes objectifs et compétences à valider que les autres, mais ils vont pouvoir à un moment, quand ça va plus vite pour eux, ce qui est quand même souvent le cas,
pouvoir aller faire autre chose. Et je les réunis aussi également une fois par mois dans un groupe justement d'enfants à profil au potentiel. Hélène, que conseilleriez-vous aux parents et justement après combien de signes et surtout pendant combien de temps, après quelle répétition il faut peut-être aller consulter et pour éventuellement faire passer un test? Alors, Parce que j'imagine qu'après la série, tout le monde s'est... Tout le monde s'est dit je suis HPI. Tout le monde s'est dit je suis HPI, j'y vais quoi. Oui. Y compris les parents. Et on en parlera dans un instant. Oui, oui. Vous êtes sûrement HPI, vous. Moi, je sais pas. Oui, Oui, ça. on ne se fait pas tester d'ailleurs en tant que parent. On s'est posé la question peut-être, mais ça nous apporte plus grand-chose maintenant à l'âge qu'on a peut-être. Puis moi, je les connais les tests, donc toutes les réponses, je les ai. Donc, Mais en même temps, vous me dites ça tous les deux, mais j'ai lu un article il y a de ça 1 mois et demi où il y avait quelqu'un de, je crois, qui avait 73 ans et qui apprenait qu'il était HPI et il en a pleuré et il a compris pourquoi justement il était pendant toute sa vie en décalage. Et alors qu'on l'a emmené voir des psys, machin et tout, qu'au final, il y a eu, et c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être encore moins développé, même si HPI, je crois que dans la littérature ça remonte quand même à pas mal d'années. Années 70. Peut-être moins en France, il a 73 ans et il s'est dit mais si j'avais su, j'aurais pu être entre guillemets accompagné, pas traité mais accompagné et j'aurais eu très certainement une vie professionnelle tout autre. Oui. J'ai eu le cas aussi d'un adulte de 54 ans qui était diagnostiqué bipolaire, dépressif, etc. Ouais. Et c'est en fait en discutant avec des amis, il se confiait très peu, et ces amis-là avaient un enfant au potentiel. Et quand il parlait de son enfance, en fait, les amis ont dit tu devrais aller te faire tester. Et effectivement, toute sa problématique psycho depuis qu'il avait 19 ans, parce qu'il a fait des hôpitaux psychiatriques, etc. Voilà. Mais ce qui est positif, c'est qu'il m'a dit ça y est, c'est ma deuxième vie. Ma deuxième vie commence. À 54 ans. Oui, il n'est jamais trop tard, en fait. Le potentiel, que vous le détectiez à 10 ans, à 20 ans ou à 40 ans, les décisions peuvent encore être prises après. Il n'y a rien d'irréversible. Et le haut potentiel, ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec les années. Vous n'êtes pas au potentiel, puis vous redevenez une personne lambda. C'est important de le dire aussi. On l'est toute sa vie, oui. Comment ça se passe pour le test et comment on peut le démystifier, si je puis dire? Alors, le test, de toute façon, c'est pas que pour identifier les personnes qui ont un haut potentiel. Oui. Il est utilisé dans plein de cas, notamment quand il y a des troubles des apprentissages. Il faut bien vérifier que le QI soit normal. Bon, il rentre dans ce protocole-là, mais ça peut être aussi chez des adultes quand il commence à y avoir des troubles particuliers. Donc, c'est un test qu'on utilise couramment et pas uniquement pour le haut potentiel. Et ce sont des petits jeux. Des petits jeux qui durent, alors certains durent de 2 minutes jusqu'à à peu près 5 minutes. Et en gros, moi, je prévois 2h30, 3 heures pour faire un test. C'était ma question. Donc, il faut prévoir la demi-journée pour faire le test. Quoi. Oui, alors ça peut être assez court, surtout, quoique. Chez les hauts potentiels, ça peut aller assez vite parce qu'ils répondent assez vite. Sauf quand vous avez une personne qui a envie de répondre mordicus à quelque chose et dans une épreuve qui n'est pas chronométrée. Il y en a un, j'ai passé 3h30. Voilà. Mais globalement, en général, voilà, c'est 2h30, 3 heures. Un HPI, ça demande juste plus d'accompagnement ou forcément un accompagnement plus individualisé? Tendance à dire de l'accompagnement globalement. Oui, une différenciation pédagogique, comme on pourrait le faire. En fait, il n'y a pas de pédagogie spécifique au potentiel. Il suffit de connaître les caractéristiques. Voilà, c'est un enfant curieux en général. Donc, aller le questionner sur ses centres d'intérêt pour pouvoir après jouer à la carotte. C'est-à-dire que quand tu as fini ton travail, tu pourras aller faire ce que tu veux. C'est ce qui se passe dans ma classe, d'ailleurs. Ils sont motivés de finir le travail qu'on leur a demandé, justement pour pouvoir aller faire le reste. Et du coup, ça se passe bien. Ce sont des enfants qui sont heureux de venir, qui se sentent bien à l'école. Et c'est ça qui est gagné, en fait. À la base, il n'y a pas forcément des sauts de classe nécessairement dès que les enfants étaient à haut potentiel. Je connais des enfants à haut potentiel qui ont fait une scolarité tout à fait normale, qui ont aujourd'hui, qui vont entrer au lycée, pour qui ça se passe très très bien. Y compris socialement. Y compris socialement. C'est toujours plus difficile parce qu'ils ont des centres d'intérêt souvent qui sont différents des autres. Il y a un décalage, j'imagine. Il y a un décalage avec des enfants de leur âge. Ça restera des enfants qui penseront d'une autre façon. C'est le principe justement du haut potentiel, c'est de penser différemment et d'avoir une autre façon d'aborder les choses. Et c'est vrai que souvent ces enfants-là se retrouvent entre eux. Oui. Très souvent, ils se reconnaissent. Il y a un truc qui fait que... Dans les cours de récréation, il paraît que quand il y a un enfant qui a été déjà identifié comme ayant un haut potentiel et qu'il y a plein d'autres enfants avec qui ça se passe super bien, on peut se dire, bon, ceux-là le sont aussi. Je dirais que c'est pas important. Moi, je connais des adultes, par exemple, qui se savent au potentiel sans avoir passé un test de QI. C'est pas une problématique en soi. Je sais pas. Le gars qui lâche pas l'affaire. Hélène Ribeiro, comme vous. Je vais aller voir une
collègue. Allez. Non, mais c'est vrai que Vous c'est me direz. important cette histoire de détection par le score parce que si vous voulez, moi dans le groupe que j'ai, ce ne sont pas que des enfants qui ont été testés, ce sont des enfants qui ont des profils parce que j'ai discuté avec les enseignants, j'ai discuté avec les parents, moi j'ai des grilles d'observation qui existent, donc une fois de plus qui viennent du Québec. Ouais. On va en parler. Une fois de plus. C'est bien. Mais c'est vrai que C'est quoi les profils? les profils, ce sont des enfants très curieux, ce sont des enfants qui ont appris à lire très tôt, ce sont des enfants qui sont insatiables en fait. Hein. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment d'enfants insatiables qui ont toujours besoin de plus. Vous ne pouvez pas vous contenter de leur apporter juste une réponse. Je vais juste prendre une anecdote très courte. Donc, oui. J'avais cet élève-là je dis aux enfants, tout ce qui est situé sous le cercle polaire fait partie de l'Antarctique. Et il me dit, mais maître, là, en bas de l'Amérique du Sud, c'est pas l'Antarctique. Et je dis, en effet, je me suis trompé. Il y a une partie minime, certes, mais qui fait partie. Vous voyez, ce sont des snipers, hein, je trouve, du point de vue C'est des de vous dont je connaissances. parlais dans le sommaire quand C'est je dis ça. que les profs étaient parfois un peu sous pression. Oui, mais après, alors, toujours pareil. Comment il faut ça être- se gère ça? Alors, ça se gère juste en par l'ouverture d'esprit. Il faut être capable d'accepter les critiques. Avec un les peu d'humour remarques. aussi, De j'imagine. l'humour. L'humour est primordial. Enfin, Ah oui. si vous ne riez pas avec ces élèves-là, vous avez tout perdu. Hein. Il faut prendre les choses avec... vous ne pouvez pas leur dire de prendre les choses avec recul et sérénité si vous-même, vous ne l'êtes pas. C'est pas possible. Hélène? Oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Et l'humour, ça fonctionne très bien, même chez tous les enfants. Alors, un enfant au potentiel va avoir un humour quand même qui va être un peu plus recherché Oui. qu'un enfant lambda, vous voyez. Mais l'humour, ça marche, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand on dit plus recherché, c'est quoi? Faut décoder, c'est ça? Des fois, faut Ouais. Oui, les creuser, références, Vous accrochez, quoi. chercher les références ou le jeu de mots. moi, D'accord. Le mien passe son temps à faire des jeux de mots et c'est vrai que du coup, Ah, d'accord, j'y suis. Ouais. Mais il y a des fois, vous n'y êtes pas tout le temps, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi un enfant qui va bien, un enfant qui plaisante, c'est un enfant qui va bien une fois de plus. Et j'insiste vraiment là-dessus, les enfants HP vont quand même bien globalement. C'est assez important de le dire Oui. parce que souvent les parents, c'est leur gros stress. Alors c'est l'étiquette, parce que moi j'ai reçu des parents au départ qui refusaient de faire tester leur fille. C'est l'étiquette. Ouais. Ah, elle va être étiquetée. Non, pas du tout. On va pouvoir l'aider justement grâce à ça. Et en effet, est-ce que ça va aller plus tard? Oui, comme tous les autres Bien enfants, sûr. il faudra juste s'adapter. Et pourquoi vous êtes allé puiser effectivement toute cette littérature et toutes ces techniques, si je puis dire, tous ces insights au Québec? Alors, c'est un Est-ce à dire qu'en France, on est un peu à la ramasse ou pas du tout? Il y a de ça. Alors, je vais essayer de faire ça un petit peu simple. C'est une rencontre. J'ai une petite fille qui avait, donc j'ai eu en CM1, puis j'ai suivi également en CM2, qui était vraiment plus bactère, qui était mal à l'aise avec les autres, qui doutait totalement d'elle. On lui a parlé de redoublement, qu'il fallait travailler durant la période estivale pour redoubler. Petite anecdote, elle a aujourd'hui 18 de moyenne en troisième. D'accord. Et je me suis dit, il y a un truc, parce qu'elle percute sur plein de trucs, elle a un registre langagier énorme, c'est d'ailleurs un des gros points des enfants au potentiel. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'en discute et je dis, il y a un truc. Et au fur et à mesure, je me dis, il faut que je trouve des moyens de faire des choses, il faut que je cherche ce qu'il y a. Je me suis penché sur la littérature, donc ma première littérature est allée du côté de la France. J'ai pas trouvé en effet grand-chose. Alors en effet, vous citiez Jeanne Siofachin, j'ai lu son livre. Je commence à avoir une bibliothèque qui est assez fournie maintenant. Je suis allé chercher du côté de la Belgique. Et puis j'ai découvert le Québec. Et je me suis dit, waouh, j'ai pris un voyage dans le temps. J'ai voyagé 20 ans plus tard. D'accord. Il parle déjà de centre d'enrichissement. Je m'en suis inspiré pour travailler avec ma classe. Il parle également de groupe, de rassembler les enfants en groupe pour pouvoir les discuter quand ça ne va pas. Hein. Moi, le groupe mensuel que j'ai, ils ont une petite discussion où ils expliquent leur ressenti, comment ils se sont sentis sur cette période. Il y a un feedback sur aussi les centres d'enrichissement. Ça, on a trouvé ça intéressant. Ça, on aimerait bien aller dessus. Et cet échange, de toute façon, quand vous échangez avec eux, vous avez tout gagné. Enfin, je pense vraiment que c'est la base. Hein. Et de la modestie, j'en parlais tout à l'heure, quand on vous pointe, c'est en disant devant toute la classe que vous êtes trompé. Bah oui, vous êtes trompé, en effet. L'État ne peut pas tout, mais l'État en fait-il assez, Hélène Ribeiro? Alors, il y a des dispositifs qui existent, des formations. Après, voilà, c'est à chacun sur le terrain de C'est ça. bien vouloir appliquer ou participer à des formations. Même quand on voit, vous parliez à l'étranger, comment ça se passe. En Espagne, il y a des psychologues référents sur différents domaines dans chaque département. Ouais. Et il y en a un qui est spécialisé dans le haut potentiel. Et ils disent, en fait, ils rencontrent les mêmes difficultés qu'en France, c'est-à-dire qu'ils vont voir les enseignants. Si un enseignant a envie d'appliquer, il applique. S'il n'a pas envie d'enseigner, il n'applique pas. Oui. Voilà. Ça, c'est Alors, c'est vrai que la ça- difficulté. C'est vrai que c'est un constat, j'en parlais tout à l'heure avec Hélène, et je lui disais que c'est vrai que quand vous essayez d'être référent EHP, la première de vos qualités à avoir avec vos collègues, c'est de la diplomatie et d'amener les choses pour dire, voilà, on peut faire quelque chose avec eux. Parce qu'il y a malheureusement ce mythe du génie qui persiste, où on se dit, bah, de toute façon, il réussira, pourquoi je m'occuperai de lui? C'est pas le cas de tous les enfants au potentiel.
Donc c'est important aussi de pouvoir adapter, et c'est en effet une question de justice aussi, parce que autant on peut mettre en place des dispositifs pour les enfants en difficulté, autant ces enfants-là ont besoin de dispositifs à mettre en place aussi. Vous parliez de l'éducation nationale, en effet, il y a un référent par académie, on peut venir consulter, il y a des référents locaux, mais c'est vrai que ce sont plutôt des initiatives qui vont être personnelles. J'ai une collègue qui est au collège, qui a mis en place le même type de groupe que moi pour les enfants du collège, en distinguant les petits zèbres et les grands zèbres, 6e, 5e, 4e, 3e. Et c'est pareil, c'est un groupe d'échange qui porte beaucoup aux enfants parce qu'on leur montre qu'on arrive à entendre qu'ils sont différents et qu'ils ont besoin de quelque chose. Et ils peuvent, à ce moment-là, comme on dit, vider leur sac lors de ces groupes-là. C'est important, je pense, déjà. L'info en plus. L'info en plus avec Mathilde. Mathilde, vous allez nous parler d'Happy HP Family, un site qui propose un accompagnement justement pour les familles de haut potentiel. Peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Moi j'en ai entendu parler, mais... Oui. Happy HP Family, alors c'est pour les familles qui ont un ou plusieurs, on en parlait, enfants identifiés, donc HPI. Alors ce site a vu le jour avec la rencontre entre deux femmes, deux mères de famille, toutes les deux mères d'enfants HPI. Et l'une d'elles est coach certifiée d'ailleurs. Elle propose des solutions d'accompagnement comme des conseils lecture, des outils concrets pour accompagner votre enfant, comment tirer parti également de ses talents ou encore comment reprendre une relation avec lui si celle-ci elle est un peu distendue. Plusieurs thématiques y sont abordées et puis des rencontres également sont proposées, des ateliers et des conférences. Le site, vous allez le voir, est très complet, vous pouvez vous y rendre, c'est sur www.happyhpfamily.fr. Vous connaissiez donc? Vous avez entendu parler? Oui, moi j'en ai entendu parler également. Oui. Ouais, vous saluez cette initiative? De toute façon, toute initiative est bonne à prendre. Est-ce qu'on se sent parfois un petit peu seul où on se dit c'est pas grave, je vais pas attendre que ou l'État ou qui que ce soit prenne les choses en main et que je vais faire moi-même des choses, en tout cas dans mon périmètre et localement? Malheureusement, moi un petit peu comme Hélène, je ne serais pas forcément le bon exemple parce que je suis quand même assez bien entouré autour de moi. Je connais des gens qui sont en effet dans la psychologie, qui ont pu m'orienter, mais je peux entendre que des familles se retrouvent seules, démunies, et pour les familles plus modestes, souvent, c'est très compliqué. Parce que vous leur parlez de haut potentiel, ça leur évoque pas forcément grand-chose. Et le suivi aussi, de faire détecter quel est l'intérêt. Et c'est un petit peu tout le combat que j'ai aussi avec ce groupe-là, c'est de me dire, je ne vais pas aller prendre que les très bons élèves, parce que c'est ce que les gens ont tendance à penser sur les zèbres. On se dit, il a pris tous les bons élèves, il a fait un super groupe d'élite, alors que c'est absolument pas ça. Parce qu'on n'a peut-être pas assez évoqué, mais c'est aussi un combat d'aller se faire détecter. Quand on souhaite aller se faire détecter, j'imagine que pour avoir un rendez-vous, ça prend du temps, non? Ou pas forcément? Pas dans votre cas, j'imagine. Les rendez-vous, on peut les avoir assez rapidement. C'est pas, on n'a pas le rendez-vous du jour au lendemain, puisqu'il faut prévoir un créneau de 3 heures. Mais en général, dans le mois qui suit, on peut arriver à avoir un rendez-vous. Après, ça demande un peu plus de temps d'analyse, surtout si on regarde, si on essaye de faire tous les calculs, parce qu'on peut très bien donner juste des chiffres, mais aussi on peut prendre le temps de parler de ce qui a été observé pendant le test, parce qu'on apprend beaucoup plus, je dirais même en observant la personne en train de travailler, plus qu'avec les chiffres en soi. Alors c'est un conseil que je donne justement aux parents, un conseil qu'on peut en tout cas donner, c'est vrai qu'aller plutôt voir une psychologue qui ne se concentre pas forcément sur le chiffre, la valeur chiffrée du QI, mais plutôt sur tout ce que vous décriviez, entourer l'enfant, ce qu'elle a observé, sa réaction, son opposition, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont opposants dans ces tests-là, tout ce qui tourne autour. Là, vous aurez un profil complet. Oui, parce qu'on parlait aussi de la charge émotionnelle chez ces enfants-là qui est très importante, l'hypersensibilité ou ce genre de choses. Très souvent, les enfants à haut potentiel réussissent, je prends réussir le terme, mais c'est pas forcément le plus adéquat, mais moins bien le test que leurs vraies compétences. C'est-à-dire que souvent, ils sont quand même un tout petit peu en sous-performance parce qu'il y a cette gestion du stress qui est importante et cette gestion du temps. C'est vrai qu'on ne l'avait pas évoqué tout à l'heure. La gestion du temps, pour eux, peut être très problématique. Moi, la jeune fille dont je vous parlais était catastrophée sur une évaluation chronométrée. C'était... elle a raté, par exemple, quelque chose de bête, une évaluation de conjugaison, je savais qu'elle la connaissait par cœur, mais elle avait vu, j'ai 1 heure, c'était fini. Elle a paniqué. Je l'ai fait revenir à l'oral, je lui ai demandé les conjugaisons à l'oral, elle me les a appelées, tout était juste. Vous voyez, et ce facteur de temps et en effet d'objectifs, de résultats à avoir, peut en effet être paralysant chez ces enfants-là et donner des résultats moins... On a parlé de haut potentiel, on pense souvent aux mathématiques, programmation, un peu les matières où il y a du calcul, mais on peut être aussi au potentiel, on peut être, pas diagnostiqué, mais détecté au potentiel pour les matières plus créatives. Bien sûr. Ouais.
Il y a 2 tests de créativité, alors, mais ça reste du domaine du dessin. Or, toutes les personnes à haut potentiel ne sont pas douées pour le dessin. C'est vrai que ça reste très axé, le test de QI reste quand même très axé autour des maths, du français, et puis un petit peu de la logique et du raisonnement. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter sur le test de QI. Il faut aussi voir toute la clinique, l'anamnèse, l'histoire de l'enfant depuis que l'enfant est né. Et c'est tout ça, en fait. C'est pas uniquement... le test de QI, c'est un élément parmi plein d'éléments qui vont permettre de dire il est à haut potentiel ou pas. Eh bien, merci à tous les trois. Je suis obligé de vous couper. Je me suis encore fait taper sur les doigts parce que j'ai encore fait trop long. Merci beaucoup, Hélène Rivero, David Girard. C'était un vrai plaisir. Tout comme Mathilde Wessels, que je retrouve avec plaisir, comme d'habitude, demain. Excellente journée à notre compagnie sur School TV.